L'histoire débute avec Ranfana, un aventurier de rang bronze, résidant dans un coin oublié de la carte, qui commence sa journée en rassemblant son équipement et se dirigeant directement vers la guilde, espérant y décrocher une mission avant que toutes les requêtes ne s'évanouissent. En entrant, un groupe d'aventuriers lui demande s'il compte de nouveau plonger dans le donjon, et il admet que ce sera sa seule option si cette journée se termine comme les précédentes. Après leur départ, il parcourt le tableau des requêtes de haut en bas, réalisant que rien ne correspond à son rang, et que le labyrinthe est, encore une fois, le seul endroit qui lui reste. Dans un monde où la plupart des aventuriers évoluent en groupes soudés, comptant sur leurs alliés et leurs forces collectives, Rent continue d'avancer seul, portant le poids de 10 longues années d'efforts sans jamais dépasser le rang bronze, une position qui se situe à peine au-dessus du plus bas niveau. Sa carrière reste bloquée au même point, lui rappelant le peu de progrès qu'il a réussi à faire aujourd'hui. Après avoir quitté la guilde, Rent achète un petit pain bon marché pour tenir pendant la pause qu'il prend habituellement dans le donjon, et sans se douter du genre de problèmes qui l'attendent, il se dirige droit vers les profondeurs. Le labyrinthe qu'il choisit, une zone connue sous le nom de Reflet de la Lune déserte, est censé être entièrement cartographié par les explorateurs précédents, pourtant il découvre de manière inattendue un passage secret qui n'apparaît sur aucune carte officielle. Ayant l'impression que la fortune lui sourit enfin, il se précipite à l'intérieur sans la moindre hésitation. Ce n'est que plus tard qu'il réalise qu'il aurait pu simplement signaler sa découverte à la guilde et gagner une récompense substantielle pour avoir fourni de nouvelles informations. Mais comme de nombreux aventuriers tentés par la perspective d'un trésor, il laisse la cupidité le guider plus profondément à la recherche de quelque chose de rare et de précieux. Malheureusement, cette décision imprudente le mène dans une chambre inexplorée dominée par un dragon légendaire qui semble tout droit sorti d'un ancien folklore. Au moment où il aperçoit l'énorme créature, Rent se fige complètement et fidèle à son faible statut, il est tué instantanément d'une seule morsure. Normalement, ce serait la fin pour n'importe qui, mais parce que l'histoire refuse de l'abandonner, il se réincarne dans le même monde, désormais sous la forme d'un squelette mort-vivant. Lorsqu'il reprend finalement conscience, il traîne sa carcasse osseuse jusqu'à une mare d'eau et découvre qu'il est passé d'un aventurier impuissant à l'un des monstres de plus bas niveau imaginable. Il peut à peine croire qu'il est conscient après avoir été avalé par une bête aussi terrifiante, et il se demande si cet état peut même être considéré comme de la vie. Lentement, il comprend qu'il est devenu une créature mort-vivante immortelle, et cette pensée le terrifie, surtout sachant qu'un simple prêtre pourrait l'anéantir instantanément avec de la magie de purification. Exister simplement ainsi viole l'ordre naturel des choses. Alors il abandonne l'idée de retourner à la guilde, réalisant qu'il le qualifierait d'abomination et l'éliminerait à vue. Ce qui le perturbe le plus, c'est qu'il se sent mort et pourtant pas mort en même temps. Après avoir paniqué, il saisit son arme et se force à se lever. Heureusement, le dragon qu'il a tué n'est nulle part aux alentours, ce qui lui permet de s'échapper de cette section maudite du donjon. Alors qu'il se déplace dans les couloirs, il réfléchit au peu de compréhension que quiconque a de ces lieux mystérieux, puisque aucun chercheur n'a jamais réussi à expliquer leurs origines. Il se demande aussi si un aventurier solitaire a déjà conquis un donjon seul, et juste au moment où cette pensée lui traverse l'esprit, il se souvient qu'il ne peut plus parler à personne, n'ayant plus de cordes vocales ni même de bouche pour s'exprimer. L'instant d'après, une créature squelettique chancelante apparaît, et Rent charge instinctivement en brandissant sa lame, seulement pour trébucher en plein élan et s'écraser sur le dos de la manière la plus embarrassante possible. L'ennemi maladroit saisit l'ouverture et se jette sur lui, mais son propre élan le trahit, envoyant le squelette culbuter la tête la première, tandis que ses os de jambes se dispersent sur le sol. Pendant que la créature tente frénétiquement de se reconstituer, Rent cherche une option et décide de tester quelque chose sur lequel il ne s'est jamais appuyé auparavant, son énergie spirituelle. À son soulagement, la capacité s'active et d'une seule explosion, il écrase les restes de l'ennemi. Alors que les os brisés s'effondrent et commencent à luire, Rent panique, craignant que le monstre ne soit sur le point de revivre, mais au lieu de cela, une vague d'énergie spirituelle se précipite en lui et guérit instantanément tout son corps. Cet étrange effet déclenche un souvenir de quelque chose que son amie érudite Lorraine lui avait un jour expliqué. Une rare occurrence surnaturelle connue sous le nom d'évolution existentielle, où certains monstres inhabituels peuvent progresser vers des formes supérieures, ce qui signifie qu'un simple squelette pourrait éventuellement devenir quelque chose comme une goule. L'idée fait naître en lui une étincelle d'espoir. S'il peut évoluer et retrouver ne serait-ce qu'un peu de chair, alors avec quelques vêtements, il pourrait passer pour suffisamment normal pour se faufiler de nouveau en ville. Alimenté par cette possibilité, il continue d'abattre des squelettes les uns après les autres, et chaque fois qu'il le fait, la même lumière mystérieuse l'enveloppe, restaurant sa force et le rapprochant un peu plus de l'évolution qui l'attend. Le prochain défi de Rent apparaît sous la forme d'un monstre de slime vacillant. Et bien que la plupart des aventuriers ne considéreraient un slime que comme une nuisance, il devient une menace étonnamment sérieuse pour quelqu'un dont le corps entier est maintenu par des os et de la seule volonté.
La créature crache un jet de liquide acide droit sur lui, mais Rent échappe de justesse au danger et contre-attaque avec tout ce qu'il a, réussissant à abattre le monstre. Une fois le combat terminé, il ramasse son cristal magique et s'agenouille près des restes pour recueillir son corps liquéfié, sachant que le fluide de slime devient inoffensif après la mort et est souvent récolté pour des ingrédients cosmétiques. Pendant ce temps, à la guilde, un homme mentionne nonchalamment une jeune recrue qui a récemment rejoint, incitant la réceptionniste à admettre qu'elle avait prévu de jumeler la nouvelle venue avec Rent, bien qu'elle s'inquiète maintenant car il n'est toujours pas revenu, une absence qui devient de plus en plus troublante à mesure qu'elle y pense. De retour dans le donjon, Rent s'arrête pour se reposer et tient distraitement le petit pain qu'il avait apporté plus tôt, réalisant soudain qu'il n'a aucune idée de la façon dont un squelette est censé manger quoi que ce soit. Plus il y pense, plus il devient évident qu'il ne ressent plus la faim ni l'épuisement. Ce qui le perturbe le plus, cependant, c'est le fait qu'il n'a toujours montré aucun signe d'évolution en ghoul. Il teste sa magie spirituelle puis sa magie de feu, et les deux répondent sans accroc, le surprenant encore plus lorsqu'il utilise avec succès la divinité, un pouvoir normalement incompatible avec les créatures mortes vivantes. Il purifie immédiatement le pain, le conservant pendant 3 jours dans l'espoir que d'ici là, il pourrait avoir un corps capable de manger à nouveau. Rand déteste se sentir faible, surtout après avoir passé plus de 2 décennies à s'entraîner sans atteindre la croissance qu'il désirait. Et ce qui le distingue, c'est qu'il est le seul à pouvoir manier la magie, la divinité et l'énergie spirituelle. Même si aucune d'elles n'est particulièrement puissante, déterminé à changer son destin, il se remet sur pied avec l'ambition féroce d'atteindre un jour le statut de classe mithril. Il charge un autre groupe de squelettes et de slime, les traversant avec une confiance grandissante, et à chaque coup, il sent sa force s'accroître régulièrement. Puis la lumière familière l'enveloppe à nouveau, mais cette fois, elle libère une vague de douleur cuisante qui lui transperce les os, signalant le début de l'évolution tant attendue qu'il espérait désespérément. De la chair commence à se former sur sa carcasse squelettique, et bien qu'il ressemble encore à une horreur à moitié achevée, il ne peut s'empêcher d'être fier des progrès qu'il a accomplis. Son esprit vagabonde vers la pensée des vampires, des monstres qui ressemblent aux humains, et il se demande s'il pourrait un jour se transformer en quelque chose de similaire. Il tente de parler et libère un rugissement monstrueux, mais il refuse d'abandonner, essayant encore jusqu'à ce qu'il force un bonjour déformé, prouvant qu'avec suffisamment de pratique, une vraie conversation pourrait ne pas être impossible après tout. Après s'être transformé en ghoul, Ren se retrouve immédiatement en plein affrontement avec un groupe de gobelins, et même dans le chaos, il ne peut s'empêcher de ressentir un véritable frisson face à la force qui coule désormais dans son corps. Chaque capacité avec laquelle il luttait autrefois est devenue plus affûtée. Et lorsqu'il réalise qu'il peut canaliser l'énergie spirituelle directement à travers son épée, il commence à se demander s'il a déjà dépassé le niveau qu'il avait atteint en tant qu'aventurier humain fragile. Juste à ce moment-là, une toute nouvelle aventurière recrue apparaît dans le donjon à ses côtés et affronte maladroitement un squelette, réussissant à peine à l'abattre. Rand envisage de l'approcher mais repense rapidement à l'idée, sachant qu'une ghoul est probablement la dernière créature que quiconque voudrait voir s'approcher pour entamer une conversation amicale. Quand elle récupère le cristal du monstre, il garde ses distances et l'étudie. Devant qu'elle doit être une nouvelle venue en ville, il la suit discrètement, pensant à quel point il est étrange que la guilde le traite toujours bien et ne l'ait pas forcé à prendre sa retraite, malgré son faible palmarès. Alors qu'il continue de la suivre plus profondément, elle se retrouve soudainement plaquée contre un mur par un autre squelette et la créature s'empare de son épée. Avant qu'il ne puisse frapper, Rand s'élance et détruit le monstre, laissant la jeune fille stupéfaite de voir une ghoul la sauver au lieu de l'attaquer. Rand essaie de la rassurer qu'il ne lui veut aucun mal, et quand elle lève son arme par peur, il jette immédiatement sa propre lame de côté pour montrer qu'il n'est pas une menace. Il lui dit qu'il est aussi un aventurier. Quelques jours plus tôt, cette jeune fille aurait croisé Rent sans un second regard, le voyant comme un simple aventurier humain ordinaire. Mais maintenant, il se tient devant elle en tant que ghoul mort-vivante, faisant de son mieux pour expliquer que quelque chose de bizarre s'est produit, et qu'il s'est réveillé dans un corps qui n'appartient plus aux vivants. Elle l'écoute poliment et le remercie de l'avoir sauvé. Et Rent, essayant de garder sa voix calme, lui demande si elle peut l'aider à se faufiler en ville en lui prêtant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait cacher son apparence monstrueuse. Il lui offre même de l'argent et recule pour ne pas l'effrayer. Elle se présente comme Rina et sans hésitation promet de lui rendre l'appareil en l'aidant. Elle part, lui disant d'attendre où il est, et Rent ne peut qu'espérer qu'elle ne va pas annoncer partout qu'elle vient de rencontrer une ghoul parlante demandant des vêtements, car ce genre de rumeur se terminerait très mal. Alors que le soleil se couche, Rina se précipite vers la réceptionniste de la guilde pour rassembler toutes les fournitures dont elle a besoin. Pendant ce temps, de retour dans le donjon, Rent réalise à quel point sa force a augmenté, ses instincts sont plus vifs, ses mouvements plus fluides, et même les monstres de slime tombent facilement sous ses compétences améliorées.
Peu de temps après, Rina revient, l'appelant par son nom, lui donnant une rare étincelle d'espoir. Quand Rent s'avance pour les prendre, elle se raidit instinctivement, prête à tout, mais s'excuse rapidement, promettant d'essayer de s'habituer à sa présence s'il peut juste lui accorder un peu de temps. Rent examine la robe et ne peut cacher sa surprise. Elle a aussi apporté des gants et des chaussures, lui permettant de dissimuler entièrement sa forme. Un instant, il a l'impression de pouvoir pleurer, même si son corps de mort-vivant refuse de permettre quelque chose d'aussi humain. Il enfile la tenue, mais quand Rina sort un miroir, il hésite, anxieux à l'idée de l'horreur qui pourrait le regarder en retour. Avant qu'il ne puisse paniquer, elle lui offre un masque qu'elle a trouvé, Rent le lève vers son visage, seulement pour que cette chose s'accroche à lui toute seule, incitant Rina à s'illuminer et à affirmer qu'il ressemble à un chaman cool, juste avant d'admettre que le masque est maudit et lui est collé pour toujours. Rina s'excuse immédiatement à nouveau, expliquant qu'elle a acheté le masque à bas prix et ne s'attendait à rien d'étrange de sa part, puisque rien ne s'était passé quand elle l'avait touché elle-même. Rent ne peut que fixer la chose maudite accrochée à son visage et se demander, non pas pour la première fois, pourquoi sa chance semble toujours tomber sur le pire résultat possible. Malgré tout, il essaie de rester optimiste et canalise sa magie de divinité pour tenter de briser la malédiction. Le sort scintille de promesses un instant, mais avant qu'il ne puisse faire effet, son énergie s'épuise et la tentative échoue. Rina s'excuse encore une fois, embarrassée de lui avoir apporté quelque chose d'aussi suspect, mais Ren se force à voir le bon côté des choses et mentionne qu'au moins le masque cache son identité mieux que n'importe quoi d'autre n'aurait pu le faire. Quand il tend la main vers elle, il hésite à mi-chemin, incertain de sa réaction, mais elle lui saisit fermement le bras et l'assure qu'elle n'a plus peur de lui. Il peut sentir son malaise sous ses paroles courageuses, mais la remercie sincèrement et promet qu'il est prêt à lui donner tout le temps dont elle a besoin. Sur ce, elle le guide vers le village. Alors qu'ils sont assis ensemble dans une charrette, elle commence à partager son histoire. Comment elle a voyagé depuis la capitale, simplement parce que cette région abrite 2 excellents donjons d'entraînement, et comment elle espère un jour voir le monde entier et devenir assez forte pour se tenir parmi de vrais aventuriers. Lorsqu'ils atteignent l'entrée de la ville, Rent lui demande de l'aide pour passer les gardes. À la porte, les soldats exigent une identification, alors les deux présentent leur carte d'aventurier, ce qui les satisfait initialement. Mais un garde devient méfiant de l'apparence fortement couverte de Rent et exige qu'il montre son visage. Avant que Rent ne puisse prononcer un mot, Rina leur répond sèchement, disant au garde qu'il a subi une grave blessure faciale et utilise le masque pour cacher les cicatrices. Elle ajoute que le masque est maudit et ne peut être retiré. Les gardes l'inspectent, s'excusent de les avoir doutés et les laissent passer. Une fois à l'intérieur de la ville, Rent choisit discrètement de s'éclipser, croyant qu'il est préférable de mettre de la distance entre eux pour son bien. Alors qu'elle le cherche frénétiquement, il disparaît dans la nuit et se dirige droit vers la maison de Lorraine. Quand personne ne répond à son coup, il brise la serrure de la porte et entre, la trouvant profondément endormie. Il attend le bon moment, puis explique tout ce qui lui est arrivé jusqu'à présent. Et étonnamment, la femme au passé particulièrement discutable ne réagit ni avec peur ni avec choc, au contraire, elle écoute avec un calme qui suggère qu'elle a vu des choses bien plus étranges au cours de sa vie. Après avoir écouté tout ce qu'il a traversé, Lorraine admet qu'elle n'a jamais rencontré un cas ne serait-ce que lointainement similaire au sien, et demande immédiatement si le dragon occupe toujours cette partie du donjon. Rent explique qu'il ne pense pas que la créature y reste encore, ce qui ne fait que la laisser plus perplexe, mais après avoir vu l'état d'usure dans lequel il se trouve, elle décide de ne pas insister. Rent sait pertinemment que presque n'importe qui d'autre aurait paniqué sur le champ. Pourtant, Lorraine reste d'un calme déconcertant, principalement parce qu'elle le considère moins comme un ami et plus comme un échantillon de recherche ambulant. Après y avoir réfléchi, elle lui demande soudain s'il est vraiment le même Rent qu'elle a connu autrefois, une question qui le plonge dans une crise d'identité. Il admet qu'il n'est plus sûr, et cette réponse la fait sourire, car cela ressemble exactement au Rent dont elle se souvient. Cela réglé, elle lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Et il répète son rêve de longue date de devenir un aventurier de classe mithril avec le même ton dramatique qu'il a toujours eu. Lorraine lui dit qu'elle peut accepter des quêtes en son nom et lui permet même de rester chez elle pour l'instant, mais pas sans un prix, demandant des échantillons quotidiens de sa peau et de sa chair pour ses recherches. Le lendemain matin, Lorraine revient avec d'épaisses liasses d'argent gagné en vendant les matériaux qu'il a rapportés, expliquant que son butin de mort-vivant constitue des ingrédients de première qualité pour des produits de beauté haut de gamme. Avec cette rentrée d'argent inattendue stimulant son humeur, Rent marche à travers la ville vers le forgeron, serrant fièrement ses gains, du moins jusqu'à ce que les gens commencent à le fixer comme s'il se promenait avec un panneau d'affichage maudit collé sur son visage. Voulant éviter l'attention, il se dépêche d'entrer dans l'atelier, où la joyeuse dame au comptoir le salue sans sourciller devant son apparence inhabituelle.
Rand pose son épée sur la table, son état étant clairement au-delà d'une simple réparation malgré le soin qu'il lui avait toujours apporté. Elle suppose que les dégâts proviennent de la canalisation de magie ou d'énergie spirituelle, mais Rent lui dit nonchalamment qu'il utilise les deux et même la divinité, juste parce qu'il peut. La femme halète, choquée, disant qu'il est seulement la deuxième personne qu'elle ait jamais rencontrée avec les 3 capacités. Rand lui fait rapidement promettre de garder tout confidentiel, ce à quoi elle acquiesce, lui rappelant que la discrétion fait partie des règles de leur boutique. Il dépose le sac d'argent sur son comptoir et demande quelque chose de puissant. Alors elle explique que forger un tel équipement nécessite de nombreux ajustements. Rand lui dit simplement de livrer la pièce finale chez Lorraine. Lorraine feuillette des documents à la recherche de tout ce qui pourrait expliquer l'étrange condition de Rent, mais chaque registre insiste qu'aucun aventurier n'a jamais été ressuscité en gardant sa personnalité intacte, même ainsi, elle ne peut se défaire du sentiment que cet étrange mort-vivant devant elle est toujours le même Rent sur lequel elle comptait autrefois. Son esprit dérive vers le jour où quelqu'un lui avait dit de l'entraîner dans la forêt, comme garde du corps et bête de somme, affirmant qu'il n'y avait pas besoin de le payer puisqu'il n'était qu'une recrue de rang fer sans espoir. Au milieu des arbres, elle ne pouvait même pas reconnaître les herbes qu'elle était censée cueillir, et elle se souvient à quel point sa vie lui semblait engourdie et insatisfaisante avant de le rencontrer. Tout venait facilement, mais rien n'avait jamais vraiment d'importance. Elle a finalement repéré la bonne herbe et l'a soigneusement déterrée, seulement pour l'appeler et découvrir qu'il avait déjà récolté une pile parfaite de 64, pendant le temps qu'il lui avait fallu pour en obtenir une. Il lui a demandé si c'était la première fois qu'elle touchait de l'herbe, et elle a failli mourir de honte quand il a admis que tout le monde l'avait envoyée avec elle parce qu'il s'inquiétait pour elle. Il parlait avec passion d'étudier les plantes et les monstres pour poursuivre son rêve, la déconcertant complètement. Ils ont échangé des présentations et elle lui a demandé de lui enseigner tout ce qu'il savait sur l'aventure. Ce moment est devenu l'étincelle qui a tout déclenché entre eux. Lorraine pense que ce serait incroyable de le voir atteindre un jour son rang de rêve, même si leurs circonstances ont changé. Pendant ce temps, chez le forgeron, l'artisan aux cheveux blancs remet à Rent son arme fraîchement forgée et lui offre une poignée de main. Il se fige un instant, mais accepte. Après avoir inspecté la lame, il se précipite dehors et elle ressent une pointe de tristesse, consciente qu'il masque la misère de sa malédiction. Plus tard, chez Lorraine, elle le remercie pour la nourriture et apprend qu'il n'a plus faim. Elle aborde son évolution et lui demande ce qu'il espère devenir. Rand dit simplement qu'il veut se rapprocher le plus possible de l'humain, et cela signifie s'acharner dans le donjon pendant très longtemps. Le lendemain, un aventurier à l'allure de cow-boy se fait écraser par un slime géant, seulement pour que la créature fonde en rien au moment où Rent la tranche. L'homme essaie de le remercier de lui avoir sauvé la vie, mais Rent passe juste à côté de lui, supposant que ce type fait semblant d'être impuissant. L'étranger court après lui quand même, affirmant qu'il a désespérément besoin de travail parce qu'il est fauché, désespérément faible, et apparemment même plus mal en point que sa propre mère. Quand il apprend que Rent est un aventurier expérimenté, il confesse qu'il est en fait un chef cuisinier noyé sous les dettes, et contraint d'errer seul dans le donjon, car aucun groupe ne veut traîner un homme vieillissant sans compétences de combat. Rand continue d'avancer jusqu'à ce que quelque chose fasse enfin tilt, et il dit au chef de le suivre. Après un moment, ils atteignent le passage secret, et le chef manque de s'évanouir sous le choc. Alors qu'il fouille la zone, Rand est déçu par le manque d'objets magiques, mais le chef l'appelle après avoir repéré une autre racine cachée et commence immédiatement à devenir avide des possibilités. Rand lui dit qu'il pourra réclamer la récompense plus tard, mais qu'il doit rester en retrait jusqu'à une salle vide. Rand voit un piège et l'avertit, mais l'homme marche droit vers le danger sans rien comprendre. Les aventuriers normaux ne peuvent pas détecter de tels pièges, alors Rent regarde l'homme marcher dessus et disparaître. Les pièges de téléportation projettent souvent les victimes vers des étages inférieurs, pleins de monstres brutaux ou de mécanismes mortels. Rand sait qu'abandonner cet homme ferait de lui un monstre, alors il saute, atterrissant dans une salle de boss où il trouve le chef à terre et un squelette géant bloquant la sortie. Rand se charge, puis projette une lourde décharge d'énergie spirituelle sur l'imposant squelette, mais ça ne fait absolument rien, pas même une fissure. Il passe aussitôt à la magie, mais le résultat est identique. Aucun dégât. Comprenant qu'il ne peut fuir cette salle sans abattre le monstre, il s'accroche à son rêve et puise dans la seule puissance efficace, la divinité, la force que les morts-vivants redoutent par-dessus tout. Canalisant toute son énergie, il assène un coup dévastateur au géant squelettique, terrassant la créature avant de l'achever d'un ultime coup qui le vide de toute sa force restante. Après le combat, il soigne le vieux chef malmené qui fixe les os brisés éparpillés. Rand le surprend en laissant tomber un énorme cristal magique, l'offrant pour effacer l'écrasante dette de l'homme. Le chef se demande comment un être si puissant pourrait vouloir quoi que ce soit de lui. Rand explique calmement l'accord. Il lui faut quelqu'un pour faire des courses à la guilde, et il veut manger et boire à volonté à la taverne. L'offre émeut l'homme aux larmes.
Une fois le cercle magique invisible marqué, Rent décide de revenir, bien qu'une part de lui soit tentée d'explorer plus. En ville, le vieil homme montre fièrement sa taverne, juste quand sa femme joyeuse surgit et le serre si fort qu'elle lui brise presque les côtes. Embarrassée devant un étranger, elle se fige, puis panique quand il sort l'énorme pierre magique. Pensant à une nouvelle arnaque, il la rassure, c'est le paiement pour des repas gratuits. Ils partagent alors une étreinte chaleureuse. Après que Loris et sa femme se soient présentés, Rent s'éclipse discrètement, errant dans les ruelles sombres, l'esprit troublé. Devant la maison de Lorraine, sa vision se met à bugger, comme une vieille télé. En entrant, il la trouve assise, décontractée. Elle l'interroge aussitôt, mais il ne peut s'empêcher de la fixer, ce qui l'inquiète, se demandant s'il va bien. Sans prévenir, il la serre fort. Elle se raidit un instant, puis son expression fond en un plaisir trop évident, surtout quand il murmure son nom. Mais l'instant bascule, ses instincts surgissent, et il la mord comme une goule affamée dévorant sa proie. Elle crie son nom sans cesse, jusqu'à ce qu'il revienne brusquement à la réalité. En réponse, elle le projette à travers la pièce et l'assomme, marmonnant que s'il veut goûter, il pourrait au moins demander poliment. Quand il se réveille enfin, la tête douloureuse, Lorraine s'assied, exigeant des réponses, mais Rent avoue ne rien se rappeler. Il s'excuse, et même après qu'elle lui dise de ne pas s'inquiéter, il avoue que son désir l'a submergée car, selon lui, elle a plus de saveur que le fast-food. Lorraine soupire, disant qu'elle s'y attendait, les goules étant poussées par la faim de chair, et insiste pour qu'il se repose. Rand demande à voir sa blessure et utilise sa divinité pour la guérir entièrement. En le voyant bouger, elle aperçoit son physique et réalise qu'il a encore évolué. Son corps est presque humain et son masque a changé, pouvant modifier sa forme, mais il ne peut toujours pas l'ôter. Quand elle essaye de l'ôter, il se demande si la transformation fut déclenchée par le désir plutôt que par la défaite du boss. Lorraine théorise que la mordre l'aurait poussé vers une évolution macabre, une variante de vampire, mais elle insiste, ce n'est que pure spéculation. Elle explique que contrairement aux monstres, Rent a la rare capacité d'influencer son évolution par sa seule volonté. Il pourrait atteindre le statut de vampire un jour, mais seulement s'il découvre la condition, au-delà de vaincre de puissants ennemis. Après leur discussion, elle lui dit de se déshabiller pour l'examiner et éclate en une excitation de scientifique folle listant les tests. Mais en voyant son visage épuisé, elle soupire et décide de le laisser se reposer pour l'instant. Le lendemain matin, Rent s'entraîne à une série de coups d'épée dehors, reconnaissant que la poussée de faim d'hier s'est enfin calmée. Mais à en juger par le vrombissement de son épée, elle a clairement son propre avis. Il va voir le forgeron, toujours de mauvaise humeur, et explique que la lame a cassé dès qu'il a utilisé la divinité. Le forgeron boudeur l'accuse de mentir, insistant qu'aucun mort-vivant du labyrinthe n'est assez fort pour ça. Rand réplique en mentionnant le squelette géant qu'il a combattu. Le forgeron ne le croit qu'après avoir entendu parler du passage caché, se souvenant alors à qui il a affaire. Rand demande une épée de remplacement pour revenir aussitôt. Le forgeron lui en tente une, lui rappelant qu'il ne trompera jamais un tel artisan. Le lendemain, Rent passe chez Lorraine, la trouvant absorbée par un nouveau projet d'alchimie, préparant nonchalamment un poison assez puissant pour assommer un grizzly rouge adulte. Le petit sourire malicieux qu'elle arbore en remuant le mélange le fait se demander si accepter d'être son sujet de recherche personnelle fut la pire décision de son après-vie. Fidèle à sa parole, il lève la tasse et boit le poison d'un trait, frissonnant en lui disant à quel point c'est dégoûtant. Lorraine peine à le croire, un poison létal pour un guerrier est à peine désagréable pour les sens émoussés d'une goule. Entendant cela, Rent mentionne qu'il ne se fatigue plus et n'a plus besoin de dormir, ce qui ne fait qu'accroître son envie. Elle lui demande s'il ressent encore la faim. Rand admet que la nourriture normale ne lui dit plus rien, mais qu'un léger désir troublant de sang et de chair humaine persiste. Sans hésiter, Lorraine lui tend une bouteille de vrai sang humain, au cas où il deviendrait trop affamé pour se contrôler. Rand ne prend qu'une seule goutte, scellant le reste pour les urgences. Puis, il évoque l'idée de visiter la guilde pour accepter de nouvelles requêtes. Lorraine rejette l'idée aussitôt, soulignant que se promener dans son état actuel créerait le chaos. Rand tente de minimiser, insistant qu'il n'est qu'un aventurier de bas rang ignoré. Mais elle le coupe net, expliquant que la guilde l'appréciait et envisageait même de le recruter avant tout cela. La révélation le laisse stupéfait, mais une fois qu'il décide de reprendre l'aventure, Lorraine réfléchit et propose une solution astucieuse. Il pourrait simplement s'enregistrer sous un nouveau nom et une nouvelle identité, personne ne se douterait que c'est lui.
RET accepte et se rend à la guilde, où il approche Sheila à l'accueil. Elle débute l'inscription et lui tend un formulaire. La dernière fois qu'il en a rempli un, il n'avait presque rien écrit, mais cette fois, il sait exactement comment lister ses compétences et talents. Le seul détail qu'il garde inchangé est le rêve qu'il n'a jamais abandonné, atteindre un jour la classe Mithril. Il écrit un nom étonnamment similaire à l'ancien et le rend. Dès que Sheila le lit, son sourire s'efface, révélant à quel point la guilde le regrette. Elle demande doucement si la personne est Rand Faina et profite pour dire qu'il est un parent de Lorraine, logeant chez elle, espérant éviter les malentendus. Sheila revient vite avec son badge et lui dit qu'il est officiellement enregistré comme aventurier de rang fer à nouveau. Elle dit même à ce mort-vivant errant de ne pas mourir en sortant. De là, il marche droit dans le donjon, suivant les faibles échos de cris humains dans les couloirs sombres. Il tourne un coin et aperçoit deux enfants se battant en parfaite synchronisation, tenant bon contre un gobelin et un slime. Rand hésite un instant en regardant les deux enfants se battre côte à côte. Bien que ses instincts lui disent d'intervenir, il se détourne, réalisant que la vue d'un mort-vivant masqué sortant des ombres les terrifierait bien plus qu'un gobelin. Se déplaçant sans un bruit, il s'enfonce dans le donjon, retournant à sa section cachée. Il pense que s'il pouvait cartographier entièrement ce lieu et le remettre à la guilde, ce serait un exploit majeur, même pour lui. En explorant, il entre sans le savoir dans un étrange portail et en un instant se retrouve dans un petit appartement taillé à même le labyrinthe. Là, il aperçoit un cadavre humain squelettisé reposant paisiblement avec des fleurs fraîches à côté, un signe indubitable que quelqu'un vit au fond de ce labyrinthe soi-disant inhabité. Alors qu'il tend la main vers les fleurs, une femme apparaît soudainement et exige de savoir ce qu'il fait chez elle. Rand explique son arrivée accidentelle, mais elle l'accuse aussitôt de s'être faufilée pour voler ses affaires. Sans prévenir, elle déchaîne une explosion de feu violet qui le projette contre le mur, brûlant ses vêtements et exposant sa forme de mort-vivant. Dès qu'elle voit ce qu'il est, elle cesse d'attaquer, s'excuse et lui offre sa cape en remplacement de sa tenue. Elle lui tend aussi un parchemin avant de le renvoyer à la surface. Rand le livre à Lorraine. Ensemble, ils découvrent que c'est peut être un trésor national capable d'afficher chaque labyrinthe exploré par son propriétaire et même les positions et noms des gens à l'intérieur. Rand demande nerveusement si c'est maudit, mais Lorraine souligne qu'il l'a déjà équipé sans le savoir, sans aucun signe de danger. Elle lui demande s'il connaît la femme qui l'a attaqué. Rand admet que la seule certitude est qu'elle est incroyablement puissante, facilement de classe or. Lorraine trouve étrange qu'une telle personne vive si profondément sous terre et suggère qu'elle veut probablement être laissée tranquille. Rand retourne au donjon pour la chercher. Dès qu'il entre, une étincelle d'espoir le traverse, atteindre la classe. Mithril n'est plus impossible. Mais peu importe ses recherches, il ne trouve pas l'entrée qui y menait, confirmant qu'elle voulait rester cachée. Pendant ce temps, à la guilde, Sheila et l'aventurier de tout à l'heure s'inquiètent de la disparition de Rand Faina. Sheila s'est toujours profondément soucié de lui, non seulement car il a guidé d'innombrables aventuriers, mais aussi car il est la raison de son entrée à la guilde. Juste alors, Rent, sous sa nouvelle identité, Vivi, entre et la surprend complètement. Il prend avec assurance une requête pour vaincre 3 orques, l'assurant qu'il a tout sous contrôle. De retour chez Lorraine, elle souligne aussitôt le problème évident. Si Rent veut une promotion, il doit monter de niveau. Mais il ne peut pas simplement se présenter à la guilde avec son ancienne identité. Puis, avec une étincelle d'inspiration, elle suggère qu'il utilise une seconde identité, tel un compte Smurf. Rent hésite, pensant violer une règle non écrite. Mais elle lui rappelle que commencer par le bas est le seul moyen d'éviter que la guilde ne le harcèle de questions. Finalement, elle le convainc. À la guilde, il approche la réceptionniste et annonce avoir géré 3 orques seuls avant de déposer un sac magique débordant de preuves. La réceptionniste est stupéfaite, sans voix, remarquant l'organisation parfaite des matériaux. Après avoir loué son efficacité, elle disparaît à l'arrière, tandis que tous les autres regardent avec envie. À son retour, elle porte une lettre du maître de guilde, déclarant que ce nouveau venu pourrait avoir le potentiel d'atteindre le rang bronze. Plus tard, Rand partage la nouvelle avec Lorraine. Elle est impressionnée par sa rapidité, mais il admet que compter sur son corps de monstre est comme tricher. Lorraine écarte cette pensée et demande quel nom il a utilisé. Elle s'étouffe presque quand il lui dit avoir pris son nom de famille. Il explique que s'il apparaissait chaque jour sous des identités aléatoires, les gens deviendraient méfiants.
Lorraine soupire et balaie l'idée, disant qu'elle est déjà une érudite finie, sans réputation. Le lendemain matin, Rent, avec sa toute nouvelle identité, Rent Vivi, entre dans la guilde comme s'il en était le propriétaire. La réceptionniste le regarde incrédule, choquée qu'il se présente à l'examen sans même un coup d'œil au guide. Mais il hausse les épaules, disant que le prochain test est dans 6 mois et qu'il refuse absolument d'attendre si longtemps. Quelques instants plus tard, l'instructeur s'avance pour briefer les candidats, expliquant que l'examen de promotion débute par une partie écrite et seuls ceux qui la réussissent peuvent passer à la pratique. Rent entre en classe, aux côtés de 2 nouvelles recrues, et reconnaît aussitôt la fille aux cheveux violets. Il devine que son partenaire passe le test oralement, car le gars ne sait clairement pas lire. Quand l'examen se termine, la plupart sortent, l'air d'avoir le cerveau fondu sous la pression. Mais la réceptionniste s'approche, un sourire fier, et annonce que Rent a absolument tout déchiré. Elle l'assigne à rejoindre la paire de rookies pour la phase suivante. Le roux tente d'être intimidant, malgré son aura inexistante, tandis que la fille reste polie et posée. Après que Rent se soit présenté, l'examinateur explique l'objectif. Il suffit d'atteindre l'emplacement marqué sur la carte pour terminer la pratique. Tous clignent des yeux, trouvant ça trop facile, jusqu'à ce que l'homme ajoute que le premier groupe gagne un bonus spécial, transformant aussitôt la classe en concurrent prêt à sprinter. Devant l'entrée du labyrinthe, la plupart des équipes se précipitent dès le signal. Rhys tente aussitôt de se vanter de son expérience. Laura le coupe sans hésiter, lui rappelant qu'ils ont à peine rampé hors du premier étage vivant la dernière fois. Alors que Rise s'apprête à sprinter, Rent l'arrête et lui fait remarquer que la carte de la guilde qu'ils ont est plus vieille que les récits de guerre d'un grand-père. Il insiste pour qu'ils en prennent une nouvelle, plus précise, avant d'aller plus loin. Rand se dirige vers un vendeur louche, qui tente de lui vendre plus cher pour 2 argents. Rand met fin à l'arnaque, impassible, et paie 5 bronzes. Les novices halètent en voyant la carte mise à jour. Le vendeur sourit, leur disant de rester près de Papa Rent s'ils veulent atteindre l'objectif. Dans le donjon, le groupe rencontre une escouade de squelettes. Rand ordonne aux enfants de rester vigilants. À sa surprise, ils bougent très bien pour leur âge. Malgré tout, Rise apprend à ses dépens que le combat n'est pas aussi facile qu'il l'espérait. Laura fait remarquer que le nombre de squelettes est inhabituellement élevé. Rand localise l'encens qui les fait grouiller et avertit les enfants que la vraie menace est devant, des voyous humains attendent plus profondément. Effectivement, en avançant, Rent contourne un coin et croise le fer avec un épéiste chauve. Après avoir paré ses coups, il le laisse à Rise et fonce vers l'archer, l'abattant sans effort. Puis il tranche la boule de feu d'un mage comme rien et assomme le lanceur. Le voyou chauve maîtrise Rise un instant, mais Lara l'aveugle d'un flash et l'assomme avec un sac de patates sculpté pour moquer sa tête brillante. Une fois les voyous ligotés, Rent explique pourquoi les aventuriers ne doivent jamais baisser leur garde. Rhys lui accorde enfin le respect mérité. Pendant ce temps, à la guilde, le maître discute du mystérieux nouveau venu que la réceptionniste surveille. Des rumeurs circulent sur un étranger puissamment suspect, apparu soudainement, qui a commencé à accomplir des quêtes. Il lui ordonne de continuer à le surveiller. De retour dans le donjon, Rent demande à Rise s'il a déjà affronté un boss. Le garçon admet être toujours de renfer. RE est net et le rassure. Aucune honte à reculer devant un combat au-delà de leurs limites. Soudain, un groupe bruyant fait irruption, insultant Laura, jusqu'à ce que Rhys manque de craquer. Rhys l'arrête en pointant sa lame à la gorge de l'homme et invite leur groupe à entrer en premier dans la salle du boss. Quelques instants plus tard, l'équipe impolie revient en courant, hurlant, après avoir été démolie. Rand rappelle à Rise qu'un aventurier intelligent sait qu'en battre en retraite, mais le garçon insiste vouloir monter de niveau correctement et refuse de rester faible. Rand est fier de cette détermination. Avec une résolution renouvelée, le trio entre ensemble dans la salle du boss. Là, ils se retrouvent face à un énorme grand slime, si surdimensionné qu'on dirait que la nature a abandonné, créant un désastre gélatineux. Rhys et Laura s'illuminent d'excitation, prêts pour le défi, tandis que Rent souhaite discrètement que le groupe précédent s'en soit déjà occupé. Surtout que détruire la chose n'est même pas requis pour l'examen. Rhys fonce avec l'enthousiasme d'un enfant sous sucre, et Laura soutient depuis l'arrière avec sa magie. Rand endosse le rôle de coach tactique, les guidant comme s'il était payé pour éviter qu'ils ne se fassent écraser. Avant d'entrer, il avait revu leur stratégie. Laura est leur atout, seule la magie blesse le boss, et Rise, trop enthousiaste, est l'appât pour l'occuper. Quand le slime bondit soudainement, et que ça devient dangereux pour le garçon, Rand intervient sans hésiter,
le tyran de la zone d'éclaboussure, juste à temps. Leur travail d'équipe offre à Laura les secondes précieuses pour son incantation. Elle déchaîne un sort de feu massif qui fait fondre l'énorme slime en une mare bouillonnante. Juste avant que la créature ne se régénère, Ryze brise son noyau et achève le travail proprement. Ensuite, Rant leur dit de ramasser le slime restant, car même une seule bouteille se vend au moins une pièce d'argent. Pendant que le trio ramasse les restes du grand slime fondu, une autre équipe d'aventuriers les dépasse soudainement à toute vitesse, agissant comme si l'examen était un marathon à enjeu élevé. Ryze panique aussitôt, craignant de perdre du terrain, mais Laura reste calme, en phase avec l'esprit serein de Rent. Il reste immobile et regarde l'équipe trop enthousiaste foncer droit dans un mécanisme caché. Un instant plus tard, un nuage de gaz soporifique éclate et assomme toute l'escouade. Laura jette un coup d'œil à Ryze et explique presque nonchalamment que ce n'était pas une course, laissant le garçon stupéfait de sa mauvaise interprétation. Sans piège pour les ralentir, le trio avance sans encombre jusqu'au point de contrôle final. L'homme posté là les félicite d'être les premiers. Mais Laura, adoptant les habitudes suspectes de Rent, lui demande aussitôt son identité. L'employé de la guilderie et leur remet le jeton officiel pour la promotion au rang bronze. De plus, il leur attribue un ensemble de potions réservées aux 3 premières équipes à atteindre la destination. Avant de retourner à la guilde, Rent décide de montrer aux enfants un joyau caché, l'arrière du donjon. Ryze supplie de l'explorer, enchanté par le paysage. Mais Rhys lui rappelle qu'ils ne sont là que pour un rapide coup d'œil, et l'examen ne sera validé qu'après leur rapport officiel. Une fois de retour, le trio se dirige directement vers le comptoir pour demander leur promotion. Un officier de la guilde apparaît et annonce à Sheila que le groupe a réussi, expliquant qu'il les avait surveillés tout du long. Sur ce, Rent retrouve discrètement le même rang qu'il occupait avant de mourir. Enfin, avant de mourir, en quelque sorte. Ensuite, le trio se sépare et chacun part de son côté. Alors que Rent s'apprête à partir, Sheila l'interpelle, la voix pleine de suspicion. Elle veut la vérité, ayant visiblement reconstitué des fragments de son histoire. Rand s'excuse doucement, lui disant qu'il compte disparaître pour de bon, mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, elle attrape sa cape et exige de savoir ce qui s'est réellement passé le jour de sa disparition. Rand tente de se libérer, mais l'expression inquiète de Sheila le fige sur place. Elle le tire vers une table proche et insiste pour qu'il discute de tout. Rand admet finalement qu'il a un problème qu'il ne peut laisser la guilde ou quiconque découvrir. Sheila sourit doucement et lui dit qu'elle n'a pas soufflé mot de ses soupçons à qui que ce soit, car elle voulait tout entendre directement de lui. Elle explique que l'homme qui l'a suivi pendant l'examen était son frère, quelqu'un en qui elle a une confiance absolue pour garder les secrets. Puis, pour prouver à quel point elle est sérieuse dans son désir de l'aider, Sheila présente un contrat magique qui la forcerait à quitter la guilde entièrement et à se lier à la servitude dans un autre pays où de tels contrats sont encore légaux. Elle lui dit qu'elle est prête à tout risquer juste pour lui montrer qu'on peut lui faire confiance. Rand trouve son dévouement un peu accablant, mais il accepte et signe. Au lieu de tout raconter verbalement, Rent choisit de lui montrer la vérité. Il soulève une partie de son masque, révélant le visage décomposé de mort-vivant en dessous. Sheila tressaille un instant, mais ne s'enfuit pas. Elle se penche et lui demande de continuer. Rant explique qu'il est mort dans le donjon à cause d'un dragon, et est revenu en tant que quelque chose qui n'est plus humain. Quand il la remarque trembler, il lui demande doucement si elle veut toujours l'aider. Alors qu'il s'apprête à partir, Sheila lui saisit fermement la main. Elle dit qu'elle croit chaque mot qu'il a prononcé, puis jure de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive ensuite. De retour chez Lorraine, Sheila suit Rent à l'intérieur, et tous trois s'installent pour une discussion sérieuse. Lorraine se tourne vers Sheila et lui demande à quel point elle connaît vraiment l'homme assis en face d'elle. Sheila admet ne comprendre que les bases, qu'il est une sorte de monstre maintenant, mais insiste qu'elle est certaine qu'il ne ferait jamais de mal à personne. Lorraine plisse les yeux et fait monter la tension exprès, avertissant Sheila que se promener dans la maison d'un universitaire louche avec un monstre à ses trousses signifie qu'elle ferait mieux d'être prête à finir en ragoût. Ce qu'elle fait en réalité, c'est tester Sheila, vérifier si elle est suffisamment digne de confiance pour garder le secret d'héberger un monstre. Quand Sheila tient bon, Lorraine se détend, s'excuse pour la frayeur et l'invite à rester dîner. À table, Rent sort nonchalamment une fiole de sang et en goûte une seule goutte, incitant Sheila à faire le lien. Les ghouls partagent clairement certains traits avec les vampires. Elle révèle ensuite la vraie raison de sa venue. Un kidnappeur pourrait rôder en ville, car de nombreuses recrues ont disparu sans laisser de corps ni de provisions. Cela a rendu certaines personnes méfiantes envers Rant, dont la nature inhabituelle correspond trop bien aux rumeurs. Le lendemain matin, le vieux maître de guilde discute de la disparition de Rent avec la réceptionniste, disant qu'il espère toujours le ramener dans la guilde une fois qu'il sera de retour.
Après avoir partagé ses pensées, il décide discrètement qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. Quelques jours plus tard, Rent est dans la cour testant sa nouvelle épée, tandis que Klopp se tient à l'écart, les bras croisés, fier de l'ajustement personnalisé qu'il a réalisé pour que la lame réponde au pouvoir spirituel, à la magie et à toute force divine dans laquelle Rent s'est aventuré. Klopp lui dit d'y aller et de la tester, alors REETT canalise de la magie pure dans l'acier et frappe. L'épée glisse à travers un épais bloc de bois comme si elle coupait de l'argile molle, laissant le forgeron complètement stupéfait. RENet enchaîne en infusant son pouvoir spirituel, et la cible suivante est instantanément carbonisée, comme si elle avait été frappée par la foudre. Quand il essaie la divinité, rien ne se passe au début, jusqu'à ce que Klopp remarque de minuscules pousses vertes sortant de la coupe fraîche, le faisant se demander quand Rent a même débloqué le pouvoir divin. Rand mentionne avoir réparé un sanctuaire au hasard une fois, et Klopp ignore immédiatement ces divagations, décidant de garder les pousses car elles rapporteront beaucoup d'argent. Rand n'est pas encore satisfait et dit qu'il veut essayer de tout mélanger. Klopp attrape un énorme morceau de bois et le prévient que combiner magie et esprit est extrêmement dangereux, le genre de cascade imprudente qui pourrait le faire exploser comme une grenade trop cuite. Rand s'en moque car, comme il le dit, il est fait différemment. Klopp lui tend une épée bon marché qu'il appelle la lame sacrificielle, quelque chose que personne ne regretterait si elle explosait. Rand remplit l'épée de magie, charge son autre main d'esprit, et projette les deux énergies l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'une violente aura violette enveloppe tout son corps. Un seul coup anéantit complètement l'énorme bloc de bois de test de Klopp, mais Rent n'est toujours pas satisfait. Il veut essayer d'utiliser les trois pouvoirs ensemble. Klopp le prévient de ne pas faire exploser toute sa cour, mais Rent s'entoure d'une aura dorée flamboyante qui vibre à travers ses os. Son épée manque de se briser sous la pression. Pourtant, il parvient à frapper la bûche parfaitement. La force l'envoie tournoyer comme une roue avant qu'elle n'atterrisse au sol, transformée en une sphère ronde et impeccable. Klopp explique que la divinité réinitialise les choses à leur forme originale, ce qui signifie que chaque lame que Rent utilise finira par se briser. Cela rappelle à Rent la puissante femme elfe du donjon, et il demande ce qu'il est censé faire face à un ennemi bien plus fort que lui. Klopp a dit qu'il peut toujours forger un tas d'épées si Rent peut se le permettre. Malheureusement, Rent est fauché. Sur le chemin du retour, Rent remarque un vieil homme criant sur un garçon, il intervient, se déplaçant furtivement derrière l'aîné et le soudoyant avec une pièce d'argent pour le calmer. Le gamin commence à transpirer comme s'il allait se faire voler ses organes. Mais Rent demande calmement ce qui se passe. Le garçon dit qu'il a besoin d'aide pour vaincre le seigneur du lac, ce qui attire instantanément l'attention de Rent. Alors qu'il se dirige vers le village, Rent se remémore l'histoire. Lors d'un festival, les villageois offrent une jeune fille au lac pour honorer quelqu'un qui s'est autrefois sacrifié pour les sauver, mais depuis ce sacrifice, le seigneur du lac ne fait que dévorer les jeunes filles. Et dernièrement, sa faim s'est encore aggravée, vidant le village de ses filles plus vite qu'une forêt disparaissant sous une exploitation forestière imprudente. Le garçon supplie Rent de sauver sa sœur, qui est la prochaine sur la liste. Se sentant mal à l'aise avec toute cette histoire, Rent accepte d'enquêter. Quand ils atteignent le village, chaque porte se ferme d'un coup dès que les gens voient le garçon, alors ils traînent Rent directement chez lui. Sa sœur surgit, le traîne à l'intérieur et le bat si fort que Rent entend chaque coup de l'extérieur. Elle sort en s'excusant et dit à Rand de partir avant qu'il ne perturbe leur tradition sacrée. Rand dit que puisqu'il a été engagé par le garçon, seul le garçon peut annuler la demande, et le gamin refuse. La sœur cède finalement et dit à Rand qu'il peut rester tant qu'il n'interfère pas avec le rituel. Rand, trouvant toute la situation encore plus étrange, accepte l'offre. Le lendemain matin, Rent erre sur une route de caravane animée et aperçoit un marchand d'apparence suspecte distribuant des collations aux enfants, essayant de les soudoyer pour qu'ils ramènent leurs parents à son étal presque vide. Avant que l'homme ne puisse finir son argumentaire, Rent apparaît et fait fuir les enfants en un instant. Le marchand soupire et lui dit qu'il a choisi le pire moment pour visiter, car tout le monde est sur les nerfs à cause des rumeurs concernant le Kraken. Ce commentaire étrange pique l'intérêt de Rent. Alors il interroge plus tard Rentas sur l'étrange commerçant, et apprend que ces marchands visitent souvent et vendent en fait des objets utiles. Alors que le soleil commence à se coucher, des femmes âgées se rassemblent autour de la sœur de Rentas pour s'excuser, mais elle force un petit sourire et dit qu'elle est honorée d'avoir été choisie. Quand elle mentionne à quel point son frère a désespérément essayé de les arrêter, son expression se crispe d'émotion. Plus tard, Renta lui rend visite en privé et lui dit qu'il est là pour elle, même si elle insiste pour qu'il ne s'en mêle pas. Il lui rappelle doucement que son frère se bat si férocement parce qu'ils sont tout ce qu'il leur reste. Cette nuit-là, les anciens la renvoient avec une lampe, ignorant que Rent et son frère sont à l'affût, prêts à intercepter le rituel. Alors que les bateaux dérivent sur le lac couvert de brouillard, la lampe vacille et une lumière d'avertissement rouge pulse sur l'eau. Soudain, une créature tentaculaire massive surgit, incitant la sœur de Rayuntis à implorer pitié. Rand fait calmement remarquer que le monstre n'est même pas réel, un hologramme.
Il active les bottes magiques que Loren a fabriquées pour lui et marche sur la surface de l'eau, tranchant net à travers l'illusion, tout en déviant les boules de feu lancées par des attaquants cachés. Un nain émerge des ombres, ordonnant à son équipage d'ouvrir le feu, mais Rant les charge et anéantit tout le groupe avant qu'ils ne puissent recharger. Quelques instants plus tard, les frères et sœurs les rejoignent et sont enfin témoins de la vérité du rituel. Le lendemain matin, Rent a ligoté l'équipage et commence à les interroger sur les filles disparues. Le nain avoue que les filles sont vivantes et indemnes, et il révèle l'emplacement exact où elles ont été cachées. Ce mystère résolu, les frères et sœurs demandent à Rant de rester un peu plus longtemps, mais il leur dit qu'il a des affaires urgentes chez lui. Alors qu'il se tourne pour partir, la sœur de Rayunta se penche et lui dépose un rapide baiser sur la joue. Rant l'accepte avec un sourire et saute dans la calèche. De retour chez Loren, il raconte toute l'aventure, et elle se jette immédiatement sur lui, exigeant de savoir comment il a réussi à voler le cœur d'une autre fille. Rant, toujours aussi obtus, insiste que ce n'était rien de plus qu'un geste de remerciement. Le lendemain, Rent se dirige vers la guilde comme il le fait toujours, et remarque une petite requête épinglée dans la partie inférieure du tableau, une qui n'offre qu'une seule pièce de bronze en guise de paiement. Cela ressemble à de la charité déguisée en travail d'aventurier, mais après en avoir discuté avec Sheila, il apprend la vérité. Les enfants d'un orphelinat voisin ont désespérément besoin d'une fleur de sang de dragon, car c'est le seul remède pour quelqu'un qui leur est cher. C'est tout ce que Rent a besoin d'entendre. Pour lui, l'aventure ne se résume pas au gain, il s'agit d'intervenir quand les gens n'ont personne d'autre. Quand il arrive à l'orphelinat, l'endroit semble bien plus délabré qu'il ne l'avait imaginé. Il essaie de frapper à la porte, casse accidentellement le heurtoir et utilise immédiatement de la bave pour le réparer. Une fille répond et le prend pour un collecteur de dettes. Elle est surprise par son apparence, mais le laisse entrer dès qu'elle réalise qu'il est l'aventurier qui a accepté leur requête. Elle le présente aux enfants, et dès qu'ils entendent qu'il est un aventurier, ils se précipitent vers lui avec enthousiasme. Elle les avertit rapidement de garder leur distance avec les aventuriers fauteurs de troubles, oubliant que Rent se tient juste derrière elle et correspond techniquement à la description. Elle s'excuse, mais il se contente de rire et lui dit que la prudence est une bonne habitude. Il l'encourage à se détendre en sa présence et elle se présente finalement comme Holly. Elle le tire ensuite à part, lui demande de garder tout confidentiel et le conduit à la grande prêtresse. La prêtresse s'excuse et explique que le sous-sol est rempli de monstres, elle ne peut donc pas risquer d'envoyer des enfants le nettoyer. Elle n'a aucune idée qu'Ali a entièrement modifié la requête. Alice tire rapidement Rent hors de la pièce, disant qu'elle expliquera tout elle-même. Elle révèle que la prêtresse souffre d'une condition appelée Malakumala, une maladie causée lorsque quelqu'un possède la divinité, mais pas suffisamment pour fonctionner correctement, permettant à l'énergie corrompue de s'accumuler. Un guérisseur a confirmé le diagnostic. Alice lui dit que le remède nécessite soit le sang d'une sainte vierge, soit la fleur de sang de dragon, mais la vérité frappe plus fort quand Alice admet qu'elle souffre de la même maladie. Elle ne l'a pas dit à la prêtresse, car elle craint d'être remplacée par une autre. Rent se tient droit et lui promet qu'il y parviendra. Mais avant de chercher la fleur, il décide de nettoyer le sous-sol rempli de monstres. Alice insiste pour le rejoindre car elle veut voir comment il se bat, alors Rent lui tend une petite lame juste au cas où. Soudain, un groupe d'étranges monstres ressemblant à des rats s'échappe des ombres. L'un d'eux se jette pour mordre Rent, mais au moment où ses dents éraflent sa peau, la créature hurle et tombe en arrière, sa fourrure changeant de couleur comme si quelqu'un y avait éclaboussé de la teinture. Rand reconnaît instantanément la cause. C'est l'effet de son trait vampirique qui se manifeste. Pour le confirmer, il dit au rat de tourner autour de lui, et à sa surprise, il obéit réellement, prouvant que ses soupçons étaient fondés. Une fois le sous-sol débarrassé des monstres, Rand ramasse son nouvel animal de compagnie transformé et se dirige directement chez Lorraine pour comprendre ce qu'il vient de créer. Lorraine est déconcertée, admettant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'une goule déclenche quelque chose de pareil. Néanmoins, elle lui permet de garder le rat, disant qu'un ou deux ne la dérangeront pas. Quand elle lui demande comment il compte le nommer, Rand l'appelle immédiatement Ombre. Mais Lorraine soutient qu'il aurait dû prendre plus de temps et suggère le nom d'Edel. Au lieu de cela, elle lui demande ensuite s'il compte s'aventurer seul pour la fleur de sang de dragon. Rand explique que partir en solo signifie qu'il n'a pas à s'inquiéter des poisons qui l'affectent. Lorraine le met en garde contre l'énorme Wyvern Tarrasque, un réel danger qu'il pourrait affronter. Rand sort une bouteille d'eau bénite, disant qu'il essaiera de la chasser plutôt que de la combattre. Avant qu'il ne parte, elle lui donne de la nourriture, ajoutant une goutte de sang pour s'assurer qu'il mange réellement. Le lendemain matin, Rand prend une calèche jusqu'à la lisière du marais, où le conducteur le dépose, et promet de revenir le soir pour le récupérer. De là, Rent doit continuer à pied, mais l'air toxique du marais ne dérange pas son animal de compagnie Edel le moins du monde. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans le terrain trouble, des gobelins d'Aruba surgissent des ombres par vagues, essayant de les submerger. Rent tranche chaque embusquée avec aisance, tandis qu'Edel se prélasse à proximité comme un spectateur à un match de tournoi.
Rand commence à apprécier les avantages d'être résistant au poison, pensant que sans son apparence troublante, il pourrait presque accepter de vivre ainsi pour toujours. Pourtant, il ne peut s'empêcher de se demander si quelqu'un pourrait jamais épouser un homme avec un corps comme le sien. Un autre monstre des marais les charge, et une fois de plus, Rand fait tout le combat pendant qu'Edel se détend comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Sheila rend visite à Lorraine, qui a déjà préparé le petit déjeuner. Sheila explique que la guilde a appris les événements du village de Tatsu et que les villageois sont reconnaissants envers l'aventurier qui les a sauvés. Mais ils ont refusé de révéler son nom. C'est pourquoi Sheila a choisi de venir ici et de parler à Rand en privé, car elle sait qu'il ne voudrait pas de cette conversation devant la guilde. De retour dans le marais, Rand est forcé de sprinter pour sa vie alors qu'une wyvern massive le charge. N'ayant plus nulle part où fuir, il se retrouve dans une impasse et se prépare à combattre de front. Il essaie sa technique de fusion, mais elle ne fait qu'à peine une égratignure. Juste au moment où les choses commencent à s'assombrir, Edel saute sur la wyvern et canalise la divinité de Rand à travers son petit corps, réussissant à infliger quelques dégâts. Cela donne à Rand la percée dont il a besoin. Il charge sa lame de pouvoir divin et porte le coup final, abattant la bête. Après avoir rangé la wyvern dans son sac, il se dirige vers les fleurs de sang de dragon et en trouve un champ entier. Mais juste au moment où il tend la main pour en cueillir une, un elfe apparaît soudainement, incitant Rent à se préparer pour une autre bataille. Alors que l'étranger s'approche à travers la brume du marais, il commente qu'aucun humain ordinaire ne pourrait survivre à cet environnement toxique. Rand répond nonchalamment qu'il transporte un artefact résistant au poison et un peu d'eau bénite, puis ajoute qu'il est là pour les mêmes fleurs. C'est alors que Rent réalise qu'il est le seul dont le corps n'est pas du tout dérangé, faisant de lui la véritable bizarrerie de cette situation. Une fois qu'ils ont fini de cueillir une poignée de fleurs de sang de dragon, l'élégant nouveau venu explique qu'il en a besoin pour préparer un remède pour sa maîtresse gravement malade. Rand lui souhaite un prompt rétablissement. L'homme poursuit en disant que leur rencontre est un coup de chance, car il cherchait quelqu'un capable de cueillir ces fleurs régulièrement. Quand Rent mentionne qu'il n'est qu'un aventurier de rang bronze, l'homme lève un sourcil, mais reconnaît sa force évidente, se présentant finalement comme Isaac et exprimant l'espoir que Rent l'aidera à l'avenir. De retour à la guilde, Rent dépose un lourd sac sur le comptoir et dit à la réceptionniste d'appeler un boucher. Au moment où elle l'ouvre, elle réalise qu'il a abattu une wyvern et crie assez fort pour attirer tous les regards dans la pièce. Elle l'escorte jusqu'au boucher d'Oreo, et Rent lui dit qu'il est temps de préparer les découpes. Tout le monde se prépare comme si Rent était sur le point de libérer une peste mortelle, et quand il sort enfin l'énorme morceau de viande de wyvern de son sac de rangement, d'Oreo est stupéfait. L'état impeccable montre que Rent a dû abattre le monstre d'un seul coup. Il dit que cela rapportera un prix élevé. Alors que Rent part, la réceptionniste rayonne de fierté et dit que sa force est déjà égale à celle d'un aventurier de rang argent. Le lendemain matin, Rent retourne à l'orphelinat et répète immédiatement l'erreur d'hier en arrachant net la poignée de la porte. Heureusement, il a du flex-tab prêt, le colle dessus et répare les dégâts juste avant qu'une jeune fille familière n'ouvre la porte. À l'intérieur, elle et un homme plus âgé observent longuement les lieux restaurés, émerveillés par la propreté et la beauté de tout ce qui apparaît. L'homme dit que même les aventuriers vétérans ne savent rien de la bonne récolte d'herbes, donc Rent doit vraiment être doué. Il remercie sincèrement Rent. Rent dépose simplement un sac entier de fleurs de sang de dragon gratuitement, leur disant d'en faire le meilleur usage. Sa gentillesse laisse tout le monde stupéfait, et les yeux de la petite fille s'illuminent d'un espoir renouvelé. Plus tard, elle signe son contrat et le remercie encore, admettant que quelqu'un comme elle ne pourrait jamais devenir une vraie aventurière. Elle souhaite pouvoir l'aider malgré sa constitution frêle, mais Rent l'assure que s'il a un jour besoin d'aide, il viendra la voir. Juste à ce moment, Edel apparaît et rapporte que tous les monstres du sous-sol sont maîtrisés. La fille souhaite avoir sa propre créature apprivoisée. Rand lui dit que la guilde propose des cours pour cela et qu'il peut l'entraîner à l'occasion. Elle s'inquiète du coup, mais il la rassure en disant qu'un de ses amis qui, selon ses mots, traîne toujours, peut lui consacrer du temps pour l'entraîner. Il se serre la main, Rand retourne chez Lorraine, où elle fait semblant de ne pas être offensée qu'il l'ait traitée de paresseuse sans vie, puis lui rappelle de faire attention aux promesses faites aux jeunes filles. Rand rétorque qu'il parle à peine à qui que ce soit. Lorraine lui dit de reconsidérer cette réponse. Soudain, elle change d'humeur et déchaîne un sort de haut niveau, forçant Rent à répondre par des éloges poétiques dramatiques sur le fait qu'elle est la plus éblouissante jeune femme vivante. Elle exige de savoir où il a appris à la flatter ainsi. Rand répond avec assurance qu'il ne dit que ce qui lui vient à l'esprit quand il la regarde. Le jour suivant, Rent entre à la guilde comme d'habitude, mais la réceptionniste se précipite immédiatement et le tire à part, le visage tendu d'inquiétude. Elle lui demande discrètement s'il connaît la maison Latour, car ils ont fait une requête le nommant spécifiquement. Dès qu'elle les mentionne, Rent se souvient d'Isaac. Il s'interroge sur la notoriété de cette famille, elle lui explique que, bien qu'il ne soit pas noble,
L'insaisissable foyer Latour possède une influence suffisante pour que chaque maître de guilde agisse avec la plus grande prudence en leur présence. Elle le met en garde de ne refuser leur requête sous aucun prétexte, RENT l'assure qu'il compte bien l'accepter. Après tout, si la vérité sur sa nature de monstre posait un problème, Isaac ne l'aurait pas approché avec autant de calme et de sérénité. Sur ce, Ranta se dirige vers la forêt profonde où se dresse le grand manoir de la famille Latour. À l'entrée, il demande si Isaac est à l'intérieur et le garde lui accorde le passage sans la moindre hésitation. Avant de le laisser entrer, le garde lui adresse un avertissement. Même s'il a été invité, il doit faire attention où il met les pieds. Il explique que l'immense labyrinthe devant lui a été construit à l'aide d'un artefact magique capable de déplacer constamment ses propres murs. Cette révélation impressionne Rent, et le garde ajoute que ce n'est là qu'un des nombreux artefacts que la famille Latour a collectionnés. Quiconque atteint le centre du labyrinthe est autorisé à choisir un objet magique de leur collection privée, et il se trouve qu'aujourd'hui est l'un des rares jours où ce défi est ouvert. Alors que Renta entre, le garde lui fait comprendre que la lumière du soleil ne lui sera d'aucune utilité ici. Renta se lance dans le labyrinthe avec enthousiasme, imaginant le trésor rare qu'il pourrait gagner. Mais après avoir parcouru une courte distance, il consulte sa carte magique et n'y trouve absolument rien. Le labyrinthe lui-même est invisible à la cartographie, car il a été créé par un dispositif enchanté. Continuant à travers une section du labyrinthe ressemblant à un verger, il réalise bientôt qu'il n'a plus la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Perdu au plus profond des couloirs mouvants du labyrinthe enchanté de la famille Lothor, Rent finit par tomber sur une petite zone de repos baignée d'une douce lumière solaire. Assise là se trouve une femme raffinée qui l'invite nonchalamment à la rejoindre pour le thé, expliquant que le labyrinthe continuera de se déplacer pendant un certain temps, alors il pourrait tout aussi bien faire une pause. Rent accepte sans hésitation. Au moment où il la rejoint, il devient évident qu'elle n'est pas une voyageuse ordinaire, c'est l'une des filles de la maison Lothar. Elle sort une théière élégante et verse du thé sans utiliser une seule feuille. Rent est déconcerté jusqu'à ce qu'elle explique que l'artefact peut recréer parfaitement le goût de n'importe quel thé qu'il a déjà infusé auparavant. Indépendamment des ingrédients, elle lâche ensuite le genre d'information qui fait figer Rent en plein milieu d'une gorgée. Une théière presque identique a été un jour extraite d'un labyrinthe et vendue pour plus de 100 pièces d'or. Rent sait pertinemment qu'un seul platine représente déjà un luxe suffisant, alors l'idée que quelque chose vaille 100 fois cette somme lui révèle tout ce qu'il doit savoir sur la richesse de la famille Lothar. Pour boire correctement, Rent détache un tout petit morceau de son masque. Dès qu'elle aperçoit le fragment de masque, ses yeux s'écarquillent. Elle le reconnaît comme un objet magique et insiste immédiatement pour l'acheter. Elle offre même une fortune pour l'acquérir. Rent est tenté, mais le problème est simple. Le masque ne peut être retiré, et plus important encore, il lui a sauvé la vie d'innombrables fois en dissimulant son visage de mort-vivant. Le vendre est tout simplement impossible. Alors qu'il se prépare à partir, elle lui donne un indice supplémentaire, un autre avertissement concernant le soleil. Rent est d'abord confus, mais décide de regarder directement la lumière du soleil. Instantanément, un effet de téléportation se déclenche, le renvoyant au début du labyrinthe. Réalisant que la position du soleil est la clé, il répète le processus encore et encore, se téléportant, retraçant son chemin et s'ajustant jusqu'à ce que le soleil ait presque disparu. Finalement, après d'innombrables réinitialisations, il atteint la sortie juste avant le coucher du soleil. L'attendant à la fin se trouve la même femme, révélant maintenant sa pleine identité, Laura Lothar, la chef de toute la famille Lothar. Rent s'enquiert de sa récompense, et elle le conduit dans une chambre débordante de trésors, d'artefacts rares, de reliques anciennes, de mystérieux récipients, le laissant choisir tout ce qui attire son regard. Alors qu'elle le guide à travers la collection, Rent déclenche accidentellement un golem de pierre avec une impulsion de mana égarée. La créature massive s'anime immédiatement et charge droit sur lui. Rent esquive coup après coup tandis que le golem implacable poursuit son assaut, lui offrant un entraînement brutal. Essayant de réfléchir, Rent se souvient de quelque chose que Lorraine lui avait expliqué un jour. Les golems sont contrôlés par un mot magique gravé sur leur front, et ajouter un seul caractère supplémentaire peut transformer ce mot en celui signifiant la mort, désactivant le golem instantanément. Rent se prépare à utiliser la hache cachée qu'il garde dans sa manche pour graver le symbole. Avant qu'il ne puisse agir, Laura se précipite et désactive le golem, évitant à Rent d'avoir à faire quoi que ce soit de drastique. Reprenant encore son souffle, Rent regarde autour de lui et remarque une lame à proximité, puis une étrange fiole remplie de liquide cramoisi. Laura explique nonchalamment que c'est du sang de vampire, elle lui raconte la rumeur, quiconque en boit pourrait devenir un vampire, mais chaque personne qui a essayé est devenue folle ou est morte. Laura suggère qu'au lieu de risquer la mort, Rent pourrait le vendre à un noble pour une fortune colossale. Rent est tenté par l'idée, mais décide de le garder, le rangeant avec précaution. Alors qu'il se prépare à partir, Isaac l'approche et lui remet un jouet d'avion magique, un geste de gratitude pour avoir relevé le défi difficile, et sur ce, Rent retourne chez Lorraine, trésor en main et une autre aventure bizarre derrière lui. De retour au manoir de Laura, Isaac verse discrètement quelques gouttes de sang dans une tasse et le lui présente avec le genre de respect réservé aux reliques sacrées.
Au même moment, Rent montre à Loren la fiole qu'il a reçue, expliquant qu'au moment où il l'a vue, quelque chose en lui a dit que cela provoquerait une transformation drastique. Loren le prévient que le risque pourrait être fatal, mais Rent tient bon. Si ce sang est la clé pour avancer, il a l'intention de tenter sa chance. Loren admet qu'elle souhaiterait qu'il ne le boive pas du tout. En ce qui la concerne, il s'habitue enfin confortablement à son nouveau corps, et elle ne verrait aucun inconvénient à passer le reste de sa vie à l'aventure à ses côtés. Mais elle sait aussi que son rêve ne s'arrête pas là. Ran regarde à nouveau la fiole et déclare avec une certitude absolue qu'il a voulu atteindre la classe Mithril depuis son enfance. Cette déclaration rappelle à Loren quelque chose qu'elle a discuté avec Sheila, mais elle l'écarte, ce qui ne fait que rendre Rand plus curieux. Un peu de son charme la pousse à s'ouvrir. Elle lui dit qu'il n'a pas à expliquer quoi que ce soit, qu'il préférerait garder privé, bien qu'elle soupçonne qu'elle comprend déjà la majeure partie de sa personne. Puis elle pose enfin la question qu'elle n'avait jamais osé soulever auparavant. Qu'est-ce qui le pousse vraiment à viser le rang de Mithril? Ran est surpris de ne jamais le lui avoir dit. Elle explique que les aventuriers parlent rarement de leur passé, et comme il n'a jamais montré de signe d'un secret tragique, elle n'a jamais insisté. Ran s'assied enfin et admet la vérité. Il n'a jamais trouvé le bon moment pour la partager. Il dit que sa quête de force a commencé par la vengeance, mais qu'avec le temps, elle s'est transformée en une détermination à s'assurer que rien de tel ne se reproduise jamais. Ses souvenirs le ramènent à son village d'enfance, bien éloigné de la ville animée. Son père voyageait souvent pour les provisions, et lors d'un voyage particulier, le jeune Rent fut autorisé à l'accompagner pour le trajet. Ce voyage tranquille allait finalement mener au jour qui a tout changé pour lui. Pendant ce trajet, Rent a passé la majeure partie du temps à discuter avec son ami d'enfance Jean Lan, qui était toujours pleine d'énergie et 2 fois plus intrépide que lui. Même alors qu'elle divaguait avec enthousiasme sur les dangers des bandits et des monstres, Rent restait assis, pâle et mal à l'aise, ce qui lui valut l'une de ses piques habituelles. Elle le traita de lâche timide et lui murmura qu'il ne deviendrait jamais un aventurier s'il continuait à trembler à chaque histoire effrayante. Le visage collé à la fenêtre, elle continuait à raconter les histoires qu'elle avait entendues, tandis que Rent répondait avec son attitude habituelle, sombre et hésitante. Jinlin se contenta de rire et promit qu'elle le protégerait de tout ce qui pourrait se présenter à eux. Ran se souvient de ces moments avec tendresse, jusqu'à ce que tout prenne une tournure sombre. Sur le chemin du retour, leur calèche fut soudainement attaquée par un monstre. La violence de l'impact brisa le chariot, écrasant sa grand-mère sous les débris, tandis que ses parents gisaient immobiles sur le sol. Ran se figea complètement alors que la créature s'approchait, son ombre l'engloutissant entièrement. Mais Jinlin n'hésita pas, elle lui attrapa la main et s'élança dans les bois. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes soient sur le point de céder, traversant les arbres pour déboucher dans une clairière ouverte. Haletant, ils pensaient que le cauchemar était terminé. Puis un petit caillou dévala la colline, suivi par le monstre qui les regardait fixement comme un prédateur, amusé par sa proie. Il leur lança un regard moqueur et lent, comme pour dire qu'ils n'avaient jamais eu la moindre chance. Au moment où la bête bondit, le dernier souvenir clair de Rand fut Jinlin souriant doucement avant de le pousser hors de sa trajectoire. Elle encaissa le plein impact, s'effondrant instantanément. Ran rampa à ses côtés, suppliant de savoir pourquoi elle avait fait cela. Avec une force défaillante, elle lui rappela sa promesse de le protéger et lui fit jurer qu'il deviendrait fort à sa place. Juste avant que le monstre ne frappe à nouveau, un chevalier aux cheveux blancs apparut dans la clairière et intercepta le coup. Rand observa en silence stupéfait le guerrier combattre la créature de front, son aura explosant à chaque coup. Même après avoir été repoussé, le chevalier rugit et se relança dans le combat, coinçant son énorme lame entre les mâchoires du monstre et la frappant au sol assez fort pour fissurer la terre. Il nargua la créature alors qu'elle se relevait en titubant, la défiant de revenir, mais la bête s'enfuit, terrifiée. Une fois la menace écartée, le chevalier vérifia l'état des enfants. À travers ses larmes, Rent lui demanda pourquoi il n'était pas arrivé plus tôt. L'homme s'excusa, lui disant qu'il n'avait rien fait de mal. Il ramena Rent au village où le garçon commença à s'entraîner sans relâche chaque jour. Un après-midi, il demanda finalement au chevalier comment devenir un aventurier. L'homme voulut savoir pourquoi il était si déterminé, et Rent expliqua que Jean avait toujours rêvé d'en devenir un, et qu'il voulait maintenant réaliser ce rêve pour elle. Le chevalier lui dit qu'il devrait attendre d'avoir 15 ans, ce qui anéantit Rent, mais l'homme l'encouragea à continuer de s'entraîner et à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les monstres, jusqu'à ce que le moment vienne. Cela alluma un feu dans le cœur de Rent. Il demanda si le travail acharné seul pouvait le rendre assez fort. Le chevalier lui donna une vérité brutale. Le talent et l'intelligence n'allaient que jusqu'à un certain point. Ce qui comptait vraiment, c'était de travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Le chevalier se présenta finalement comme Wilfried Recker, l'un des rares aventuriers qui avait déjà gravi tous les échelons jusqu'au légendaire rang de Mithril. Après avoir donné son nom, il posa une main ferme sur la tête de Renta et l'encouragea à continuer de poursuivre son rêve et à vivre assez longtemps pour atteindre une vie sans regret. De retour au présent,
Rent explique que ce fut le moment où tout a changé pour lui, le moment où il a juré de retrouver le monstre qui avait tué Jean et ses parents, et qu'un jour il se tiendrait fier en tant qu'aventurier de classe Mithril, tout comme Wilfrid. Même maintenant, il admet que cet objectif le terrifie, mais la peur n'est plus suffisante pour l'arrêter. Lorraine avait déjà pressenti qu'il comptait boire le sang de vampire dès le début. Elle lui dit que s'il ne survit pas, elle traitera son corps avec douceur, et Rent répond en lui disant de le réduire en cendres s'il devient quelque chose d'irrécupérable. Elle espère désespérément ne pas avoir à mettre cela à exécution. Son masque se dissout lentement, et sans la moindre hésitation, Rent lève la fiole et en avale le contenu d'une seule gorgée. Lorraine l'appelle, mais il insiste sur le fait qu'il va bien, ce qui la pousse à soupçonner brièvement que le sang aurait pu être un faux. Cet espoir s'évanouit instantanément. Le souffle de Rent se coupe, sa gorge se serre, et il tombe à genoux alors qu'une violente vague d'agonie le transperce. Lorraine se prépare et ferme les yeux en serrant les paupières, tandis que ses cris résonnent dans la pièce. La sensation horrible de son corps qui mute, ses os qui se déplacent, ses veines qui se tordent, tout bouillonnant d'un pouvoir corrompu, alimente une vague de panique et de rage en lui, mais la transformation avance sans pitié. Juste au moment où il sent son esprit glisser, une voix familière perce le brouillard. Lorraine l'appelle à nouveau, lui rappelant son vœu, son rêve, la promesse qu'il a faite à quelqu'un disparu depuis longtemps. Elle lui dit de revenir, de retourner vers elle. Quoi qu'il arrive, sa voix devient le dernier fil qui ancre sa raison. Et alors que le monde autour de lui se dissout dans un blanc aveuglant, Rent s'accroche à cette dernière bouée de sauvetage avec tout ce qu'il possède. Peu de temps après, Rent se retrouve à se réveiller doucement sous un vaste ciel ouvert qui lui semble étrangement familier, presque comme le royaume paisible qu'il a déjà vu lors de son expérience de mort imminente à Kenki. Pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, il ressent quelque chose de doux, la sensation d'une véritable somnolence. Allongé là dans un calme tranquille, il réfléchit à tout ce qu'il a enduré, et réalise qu'il n'a survécu que parce qu'il n'est plus lié par les limites d'un corps humain normal. Finalement, ses yeux s'ouvrent à nouveau, et il remarque Lorraine assise juste à côté de lui. Elle mentionne nonchalamment qu'elle a étudié les vampires, ce qui le sort immédiatement de son état de stupeur et de son regard fixe. Avant qu'il ne puisse paniquer, elle le félicite avec un sourire fier, lui faisant savoir qu'il a réellement réussi à en devenir un. Rent demande rapidement en quel type de vampire il s'est transformé. Lorraine lui dit de se déshabiller afin qu'elle puisse l'examiner correctement, lui donnant des ordres comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Rent retire ses vêtements à contre-cœur et elle remarque immédiatement son nouveau physique nettement défini, ainsi que quelque chose d'encore plus surprenant, une paire d'ailes poussant de son dos. Elles rétrécissent et disparaissent sur commande, ce qui soulage Rent de ne pas avoir à se promener en ressemblant à un méchant de cosplay de mauvaise qualité. Même avec toutes ses recherches, Lorraine admet qu'elle ne peut toujours pas déterminer la catégorie spécifique à laquelle il appartient. Mais elle est certaine qu'il n'est pas un vampire ordinaire. Les ailes ne sont absolument pas des caractéristiques standards. Rent retire ensuite ce qui reste de son masque, révélant des crocs blancs acérés comme des rasoirs, et enfin, il retire la moitié supérieure pour montrer une paire d'yeux cramoisis brillants qui le fixent. Pendant un instant, Lorraine le regarde simplement, puis elle s'approche, pose une main douce sur sa joue et sourit avec une chaleur sincère, l'accueillant de nouveau après tout ce qu'il vient de traverser et de survivre.